Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve aujourd'hui après quelques jours pour faire un premier point sur la free agency, sur les trades, sur tout ce qui s'est passé en NBA durant ces dernières semaines. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Tom. Tom, est-ce que tu passes un bon été? Est-ce que ça va? Ça va très bien, écoute Ben, hein. Je me remets tranquillement en forme, puisque d'un point de vue santé, j'avais quelques soucis, mais sinon, dans l'ensemble, ça va, et puis je peux profiter des bons jours avec la famille. Et toi-même? Alors, je ne crame plus comme tout le monde, mais autrement, ça va, tu vois. Autrement, tout va bien. Tout va bien surtout parce que on a beaucoup de choses à dire. Ouais. Euh, Vous voyez, pour ceux qui sont sur YouTube avec nous, il y a une tier list. On a déjà fait ça l'année dernière. On va réutiliser ce format de YouTubeur, de streamer. On va utiliser la tier list aujourd'hui pour vous parler des mouvements de l'intersaison parce que on est bien au courant que la plupart des autres podcasteurs, des autres créateurs de contenu en ont déjà parlé. Donc, notre objectif, c'est de vous proposer un petit twist, un petit angle particulier pour parler de ces mouvements d'intersaison. Avant cela, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Sur YouTube et également sur Twitter. Tom, on va marquer la petite pause qui est tellement adorée, qui n'est pas conspuée. On va marquer la petite pause et puis on se retrouve pour vous expliquer ce concept. Gna, c'est rien la pause. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui nous écoutent en podcast, alors ceux qui nous écoutent en podcast ne voient pas, du coup, la tier list logiquement. Alors, c'est une tier list avec 5 catégories. Première catégorie, tsunami. Deuxième catégorie, haute vague. Troisième catégorie, marée haute. Quatrième catégorie, marée basse. Cinquième catégorie, goutte d'eau. Tom et moi-même ici présents, on va drafter certaines intersaisons, certains moves de certaines équipes NBA. Et après les avoir draftés, comme on avait un peu fait avec le Def Coupe, Tom, c'est-à-dire on avait parlé de l'influence, en tout cas de niveau d'alerte des autres équipes par rapport à ce mouvement-là, on va mettre en parallèle d'un côté le move et le niveau d'alerte, en tout cas les réactions possibles des autres franchises. Alors bien évidemment, tout ça est sujet à interprétation, vous le verrez tout au long du podcast. Tom, c'est une draft, à toi, à moi, à toi, à moi. Je suis présentateur, j'ai beaucoup parlé. Je te laisse commencer. Parmi les 30 équipes NBA, avec laquelle tu veux commencer? Alors moi, j'ai envie de commencer par drafter les moves des Milwaukee Bucks. Oh. Puisque pour moi c'est quelque chose, c'est ce qui entre guillemets à l'échelle de la ligue et dans la façon dont je suis l'NBA, c'est la chose qui m'a le plus interpellé. Donc pour rappel, les Milwaukee Bucks qui signent Miles Turner sur un contrat de 4 ans et pour ce faire coupe et stretch Damian Lillard. Alors Ben va pouvoir vous dire que dans la conversation, moi c'est quelque chose qui m'a interpellé tout de suite, genre tout de suite 22 millions de dead money sur 5 ans, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, il flirte avec justement la limite des 15% justement de dead money que tu es autorisé à avoir. Et moi là pour moi où c'est un tsunami par rapport à la ligue, pour moi parce que ça impacte beaucoup d'équipes. Ça impacte déjà Indiana puisque c'est une équipe qui sort des finales NBA et qui, Miles Turner, on connaissait l'Arlésienne, va-t-il partir, va-t-il rester, qui a un skill set et un profil de jeu qui est très important pour le fond de jeu de cette équipe. Mais en fait, en le perdant, je pense que l'équipe d'Indiana, automatiquement, n'est plus un contender comme elle a pu être dans la conférence Est sur les 2 dernières années. Ensuite, on a justement Giannis, le domino Giannis qui finalement, normalement, ne semblera pas bouger. Donc pour moi, c'est un gros impact aussi sur un des acteurs majeurs de l'intersaison que pouvait être Giannis Antetokounmpo. Et l'autre acteur, c'est beaucoup d'autres équipes de la ligue qui vont pouvoir récupérer Damian Lillard potentiellement au minimum dans 1 an. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un tsunami pour moi vraiment à l'échelle des moves de l'intersaison, puisque non seulement on s'y attendait pas à ce que ce move-là soit possible, et les éléments que les Bucks ce que les Bucks ont utilisé pour pouvoir arriver à leur fin est quelque chose qui, pour moi, hein, à l'échelle de la NBA, n'a jamais été fait. On rappelle que Damian Lillard, il y a quoi, il y a 18 mois, c'est un top 20 NBA. Un top 10 d'H20. Ouais. Ouais. Oui, c'est très surprenant. Et ça me permet de réagir à la fin du post-mortem qu'on avait enregistré avec Greg Consalu, où j'avais quand même noté à la fin d'un post-mortem qui est globalement caduc, j'avais noté à la fin que le front office des Bucks, là où, en termes de draft et de développement de jeunes joueurs, a quand même un passif assez catastrophique, a une propension à toujours s'en tirer, c'est incroyable. Ils s'en tirent toujours. Je Oui. sais pas très. Alors, on pourra
on peut réagir, on peut expliquer que peut-être c'est reculé pour mieux sauter et que l'équipe s'enfonce dans une dynamique où elle essaye toujours d'être compétitive et qu'elle vise pas le titre. J'entends ça. Cependant, pour moi, ton objectif numéro 1, c'était de rassurer Giannis et Giannis a été rassuré. Par rapport au move en lui-même de couper et de stretcher Damian Lillard, alors déjà, moi, je mettrais un point positif sur l'ingéniosité parce que personne n'y avait pensé. Franchement, c'est vrai. Personne n'y avait pensé. Et c'est là où je m'inscris en contradiction totale avec ce que j'ai pu lire. Il paye pas 50 patates Miles Turner cette année. Parce que ce que je ne comprends pas dans la manière dont ça a été présenté dans beaucoup de contenus, c'est que c'est comme si c'était une option que les 35% du cap de Damian Lillard jouent cette année. Damian Lillard ne jouait pas cette année. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, tu avais 35% du cap qui était mort. Oui. Donc, certes, c'est un investissement colossal dans l'optique de signer Miles Turner, mais il faut aussi comprendre ça comme une équipe qui avait 35% du cap qui était mort, voire plus, parce que c'est une blessure au tendon d'Achille pour un joueur qui est assez âgé. Moi, j'aimerais aussi souligner le fait que non seulement ils ont réussi à attirer Miles Turner, ce qui est inouï, ils ont de l'autre réussi à rassurer Giannis, et que si tu faisais la liste de leurs principaux free agents en dehors de Brook Lopez, dont le départ était anticipable, ils ont gardé, Kevin Porter Jr., on a beaucoup de choses à dire sur le hors-terrain. C'est une volonté de la franchise de le garder, visiblement. Ils ont re-signé Bobby Portis, ils ont re-signé Gary Trent, ils ont re-signé Ryan Hollins, ils ont re-signé Taurean Prince et Jericho Sims. Globalement, tous les joueurs qu'ils souhaitaient garder, ils les ont gardés. Donc, c'est ça aussi. Par rapport au stretch de Damian Lillard, je pense qu'il y a une grande erreur, c'est pas une erreur, une différence d'appréciation. On en parlait dans la conversation de Dunk Hebdo. Il y en a chez Dunk Hebdo qui suivent la NFL. Moi, voir un joueur coupé, ça me fait rien, personne. Mais c'est Lillard, Ben. Ça me fait strictement rien. Peyton Manning a été coupé. C'est un top 5 all-time. Il a été coupé par la franchise qu'il a drafté. Franchement, être coupé, surtout quand NBA, t'es coupé et tu gardes ton argent. C'est des contrats garantis. C'est vrai. Donc, en soi, même Lillard, à travers la Pravda qui est Chris Haynes, du coup, nous a fait comprendre que lui, c'est un secret de polichinelle. Lillard se sentait pas bien du côté de Milwaukee. Il y a des questions familiales, etc. Oui, le symbole est peut-être fort, mais en soi, Damian Lillard a son argent, il peut choisir d'aller jouer où il le souhaite. Moi, je sais pas, le fait qu'il soit coupé me choque pas tant que ça, personnellement. Après, tu parles à quelqu'un qui était choqué quand Dwayne Wade, sur sa dernière saison, était coupé. C'est vrai, je me rappelle. Moi, moi, j'ai un peu du mal avec un peu ces icônes. Il y a 18 mois, Damian Lillard, c'est un top 10 NBA. Ouais. C'est ça qui est aussi perturbant, et le côté froideur. Après, là où on peut aussi justifier l'acte du front office des Bucks, c'est que tu te dis que globalement, si jamais ils doivent pivoter, ils ont récupéré un morphotype qui aura toujours de la valeur dans la ligue. Donc, Miles Turner, s'ils le mettent sur le marché demain, ils vont pouvoir recouper, voilà, pour récupérer un terme qu'ils ont utilisé, ils vont pouvoir recouper des assets pour lui et aussi pour Giannis. Exactement. Et puis, il s'offre une équipe, on a beaucoup insisté dans les post-mortem sur le marasme à l'Est actuellement, il s'offre une équipe là qui est vraisemblablement, qui peut éviter le play-in. Voilà. Et honnêtement, quand tu réécoutes le constat qu'on avait fait vraiment très morose avec Greg vis-à-vis de la future intersaison des Bucks, moi je trouve ça extrêmement positif. Alors peut-être qu'on va dire que je suis influencé parce que moi je souhaitais que Giannis reste, et en tout cas la plupart des options qui étaient présentées, sauf l'option Spurs, je les trouvais pas intéressantes pour Giannis. Donc le fait qu'il reste, moi, me plaît plutôt. Mais je trouve que le front office a fait le boulot, en fait. Si ton objectif, c'était d'être compétitif sans être candidat au titre, parce que ça aussi, je rebondis là-dessus, tu pouvais pas être candidat au titre. Quel move tu pouvais faire pour être candidat au titre? Globalement, ils se sont réaffirmés comme une équipe de second chapeau à l'Est, quoi. Après, ils ont peut-être estimé que récupérer un porteur de balle d'ici 1 an, potentiellement, ça va être plus simple que de récupérer un joueur aussi bon que Miles Turner pour remplacer Brook Lopez qui fitait avec Giannis, peut-être. Et exactement, sachant qu'il y a beaucoup plus de porteurs de balles potentiels que de joueurs qui fit avec Giannis. En fait, je paraphrase ce que tu as dit, mais oui. le morphotype qu'il faut avec Giannis, je veux dire, Miles Turner, Brook Lopez, tu les comptes sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas beaucoup qui fit Giannis. Donc, et je pense aussi que le symbole d'affaiblir, tu as commencé là-dessus, directement ton rival de division avec qui il y a quand même une certaine animosité, c'est des équipes qui s'aiment pas, très clairement. Faire d'une pierre deux coups. Moi,
je trouve que le tsunami, c'est plutôt le fait que Giannis ne bouge pas et le contrat de Lillard, plus que Miles Turner. Miles Turner qui est un très bon joueur NBA, mais c'est vraiment la décision de stretcher Lillard et le fait que Giannis reste, deux moves qui font que ça peut être considéré comme un tsunami. Ouais. Surtout que le front office, là, il allait en roue libre, ils se disent de toute façon, on sera plus là. Quand faudra, de toute façon, on sera plus là. Nous, quand il faudra payer l'addition. Donc, nous, on fait le maximum et puis, la personne héritera du solde, qui sera positif ou négatif. Et puis, je pense qu'il y a un moment, tu as eu quand même des confirmations du côté de Giannis qui comptait pas partir, donc ça t'a permis d'être beaucoup plus libre dans ton approche. Ouais, voilà, tout simplement. Et c'est là où il faut souligner, moi je tiens à souligner l'audace de... Alors, oui. Quand bien même la décision peut être critiquable parce que tu as quand même, en gros, tu as le salaire d'un joueur de rotation sur les 5 prochaines années qui est en dead money, voire un titulaire en dead money. Ouais. Moi, je soulignerais la volonté de, à tout prix, vouloir améliorer l'équipe. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les Bucks? L'espoir, Ben. L'espoir est une drogue dure NBA. Et le désespoir est encore pire. En parlant d'espoir, je vais drafter une équipe. Alors, c'est très intéressant parce que les gens auraient pu croire que moi, j'allais drafter automatiquement en première position. Si j'avais eu le premier choix, que j'allais drafter les Bucks. J'aurais drafté les Rockets, moi. Ouais. Et pas tellement par rapport à l'influence, parce que pour moi, là, dans notre ranking, là, dans notre classement, entre tsunami, haute vague, marée haute, marée basse, goutte d'eau, j'hésite à mettre les Rockets entre marée haute et juste haute vague. Pour moi, c'est pas un tsunami. Ouais. C'est pas un tsunami. Rappelons du coup ce qu'ont fait les Rockets. Alors, il y a eu beaucoup de re-signatures du côté des Rockets. Steven Adams, Jabari Smith, Fred VanVleet. Pour citer les plus importants, on peut aussi citer l'arrivée de Kevin Durant dans un trade XXL à cette équipe, aussi la signature de Dorian Finney-Smith, et du côté des départs, il faut citer Cam Whitmore, il faut citer Dillon Brooks et il faut citer aussi Jalen Green. Moi, Tom, j'ai envie de parler de marée haute parce que oui, et je sais que c'est un truc dont on avait parlé tous ensemble sur la conversation de l'équipe d'eau, d'un point de vue remplacement de joueur contre joueur, c'est largement meilleur. Cependant, est-ce que ça répond aux problématiques des Rockets en play-off, c'est-à-dire la création sur demi-terrain, le playmaking? Je ne suis pas sûr que ça réponde à ça. Pour moi, ils ont une meilleure version de leur équipe, mais cependant, c'est une version qui reste incomplète. Je suis d'accord sur la théorie, mais remplacer Jalen Green par Kevin Durant, enfin, je suis désolé, Ben. Je suis désolé. En fait, tu donnes le même métier à faire à Kevin Durant. Après, ce que je trouve intéressant avec ce qu'ils ont fait les Rockets, c'est la notion de taille. C'est une équipe qui va pouvoir jouer très très grand sans perdre ses capacités, notamment sur le rebond. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que limite, ils se font la grosse force des Rockets, c'était de pouvoir prendre justement le rebond et de pouvoir justement les remettre dans le panier. Mais avec Kevin Durant, ben, limite, ils perdent un peu d'une de ces forces-là parce que Kevin Durant met plus souvent la balle dans le panier que Jalen Green. Mais après, c'est vrai que sur la partie demi-terrain, de point de vue fonctionnel, je trouve que c'est une superbe acquisition. Je me demande si on met pas ça, entre guillemets, dans Mario, tout simplement parce que ça fait un moment que c'est annoncé que, tu vois, on n'a pas le wow, tu vois. Le fait que ça fait un petit moment que c'est dans les cartons, ils n'ont pas dépensé grand-chose pour l'avoir, c'est venu un peu avant les finales NBA, donc ça fait un petit moment que c'est passé. Peut-être que si on l'avait eu, par exemple, il y a une semaine, on en parlerait peut-être différemment. Là, on l'a déjà peut-être digéré et peut-être que là, on le voit juste comme Mario, quoi. Tu penses que ça mérite d'être dans haute vague, en mode il faut s'inquiéter quand même, on va oui, vraiment à pas l'échelle nager. de la ligue, à l'échelle de la ligue, je pense, puisque il y a très peu d'équipes qui pourront matcher la physicalité. On a vu que la physicalité l'année dernière, c'est quelque chose qui a fait pas mal parler, notamment par rapport à la défense du Thunder et même par rapport à Indiana, leur façon de jouer. Houston, c'est une équipe qui était connue pour ça de base. Là, ils ajoutent une arme un peu létale, enfin un joueur de finition qui est capable de créer son tir dans n'importe quelle situation. Donc oui, ça, c'est une équipe qui était déjà deuxième de l'Ouest l'an dernier. Donc ouais, haute vague. Mais ça en fait pas des prisonniers. Pour moi, il y a quand même une cassure avec le Thunder, par exemple. Et à l'échelle de la ligue, les gens n'ont pas peur des Rockets. C'est ça. C'est pour moi, on pourrait défendre le fait qu'ils aient passé un groupe
Mais Oui. ils sont en aucun cas dans le groupe du Thunder. Et j'hésite peut-être même à les mettre dans le deuxième chapeau. Peut-être qu'ils y sont. Peut-être que je suis un peu dur en les mettant pas dans le deuxième chapeau. Parce que moi, en fait, mon problème, c'est que Kevin Durant en playoff, on a déjà eu on l'a déjà pas vu cette année, première chose. Ensuite, on a déjà eu des premiers indices qui montrent que certains de ses tirs, certains de son efficacité a tendance à être beaucoup plus variable. La défense de Kevin Durant aussi, dans une équipe où, alors certes, on pourrait défendre le fait que maintenant, il est peut-être dans la meilleure équipe défensive qu'il ait eu depuis les Warriors, probablement. Littéralement, ouais. Ouais, depuis les Warriors. Donc peut-être qu'il sera moins employé là où il a dû faire de la protection de cercle à la fois chez les Nets et parfois chez les Suns aussi. Mais moi, je suis assez inquiet par, en fait, l'idée que c'est j'aurais pas dû dire ça dès ma première prise de parole parce que j'ai pas de meilleure manière de le dire. C'est une meilleure équipe dans sa version, mais ils ont toujours des problèmes de playmaking. Je me demande en fait à quel point tu peux intégrer. En fait, ce trade a du sens si Kevin Durant est encore un top 15 NBA. En fait, à l'entame des playoffs de l'année prochaine. Oui et non, dans le sens où ils n'ont pas dépensé beaucoup pour l'avoir, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas genre, ils ont fait all-in sur Kevin Durant. Ils ont dépensé des choses qui étaient dispensables pour passer une étape supplémentaire, tu vois. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, ce trade prouve qu'ils ont. C'est même pas que la reconstruction est finie, c'est pas le coup d'accélérateur dont on parle parfois, mais c'est voilà, ils commencent à caresser la pédale. Voilà, c'est l'équivalent de Dartenstein Caruso. Non, parce que t'es pas aussi fort, je pense. Mais c'est l'équivalent de. J'ai du mal à trouver un équivalent là. C'est l'équivalent de Donovan Mitchell au Cavs. Non, parce que les Cavs. Non. En tout cas, on prouve que maintenant, on n'est plus dans la progression des jeunes talents, parce que par exemple, envoyer Cam Whitmore aux Wizards, c'est la preuve de ça. On est vraiment dans une démarche de compétitivité. Cependant, moi, je pose des questions sur à la fois le playmaking et surtout, je trouve que cette équipe, elle est très très dépendante de la progression future d'Amen Thompson. En gros, elle a besoin qu'Amen Thompson soit le playmaker quoi. Et qu'Alperen Sengun puisse être viable, ce qu'il a plus ou moins été hein, quand même. Ouais. L'an dernier, qu'il soit viable sur 2-3 tours de playoff contre des match-ups différents. En fait, paradoxalement, pour moi, le dire au revoir à Jalen Green, c'est aussi recentrer le projet sur ces deux joueurs-là. Ce qui est logique, parce qu'en soi, Jalen Green n'a pas prouvé et n'a pas justifié le fait d'être une pièce centrale du projet. Je suis juste inquiet à quel point, et peut-être que je trahis un peu mon DH20 en disant ça, mais je pense que ce trade, tu le vois surtout à travers la vision que tu as de Kevin Durant en 2025 et en 2026. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant par rapport aux Rockets et sur le côté haute vague, c'est si on reste dans le côté impacter les autres équipes, mais clairement, il y a eu un impact sur les Lakers, dont on va parler tout à l'heure. Hein, il y a eu un impact sur les Lakers parce que leur prendre Dorian Finney-Smith, parce que eux, ils avaient le luxe de pouvoir lui proposer un long contrat, puisqu'au final, Dorian Finney-Smith, c'est un joueur qui est déjà âgé, lui proposer un long contrat sur autant d'années fait que tu sais qu'à la fin de ce contrat-là, ce sera peut-être pas un contrat qui sera intéressant, mais vu vu le cycle dans lequel s'inscrivent les Rockets et les contraintes que eux n'ont pas de vouloir par exemple créer du cap space, des choses comme ça, bah effectivement tu peux te permettre de faire ça et de récupérer. On rappelle un des joueurs qui avait joué toute la mi-temps, qui débutait pas les matchs, mais il avait joué toute la seconde mi-temps. Justement, il n'avait pas été remplacé, donc ça veut dire que c'est un joueur qui était quand même important pour le système Lakers, et de leur enlever un joueur qui aurait pu être intéressant pour une équipe qui est entre guillemets un rival dans la conférence. Donc ça, je trouve que c'est intéressant à l'échelle de la ligue, et aussi sur la notion de gestion des assets. Effectivement, quand toi tu récupères Kevin Durant, ça veut dire que les autres équipes ne l'ont pas. Je sens qu'on va avoir une grande discussion sur Kevin Durant dans le DH20. Parce que je pense qu'on n'est pas... Et je trahis peut-être le classement de certains. Je sais que d'autres dans l'équipe, fans peut-être de certaines franchises, Cactus, ne sont pas non plus très fans de KD. Donc, ce trade est fait il y a 2 ans. Peut-être que je mets haute vague, voire tsunami. Là, je suis un peu plus sceptique sur le joueur qui est Kevin Durant en 2025. Le joueur que sera en plus Kevin Durant en 2025-2026. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les Rockets ? Non, c'est bon pour moi.
Alors, c'est une draft. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube ou pour les autres, vous voyez l'intégralité de la NBA, mais on ne va pas drafter l'intégralité de la NBA. Alors, on va choisir les franchises dont on a envie de parler. Ouais. On va... Oh Tom, je suis obligé d'en parler. Vas-y. On va parler des Pelicans parce que pas tellement. On va tourner un peu en arrière, Tom. Là, je mets d'ores et déjà dans goutte d'eau parce que... moi, j'aurais mis plus haut, hein. Ah non, Vu le signal que tu envoies, vrai, pour moi, c'est plus haut. Le signal envoyé, c'est peut-être marée haute. Mais marée haute, il y a du poisson à pêcher. Voilà, tout simplement. Exactement. Alors, pourquoi on va parler des Pelicans? Pas tellement pour les moves de free agency. Ils ont signé Kevin Looney, ils ont acquis via trade Sadiq Bey et surtout Jordan Poole. Tom, c'est pour ce trade pendant la draft. Alors, toi comme moi, je pense qu'on peut le dire, on ne suit pas la draft. Cependant, quand on voit une équipe trader, une équipe comme les Pels, qui quand même, sur les dernières saisons, est en grande difficulté et ne connaît pas un succès. Toujours l'under. On rappelle toujours l'under des Pelicans. Toujours. Qui n'arrive jamais à répondre aux attentes de pré-saison. Quand je vois l'équipe en question trader son choix 23 et un choix 2026 non protégé pour monter jusqu'à 13, quel que soit le joueur en question, que personnellement je ne connais pas, mais voilà, j'en viens à me méfier. Tom, on en vient à se méfier. Alors, et ce qui est extraordinaire, je suis obligé de parler un peu longtemps, Tom, parce que ça a fait marrer toute la conversation d'un Hebdo pendant plusieurs jours, cette anecdote. C'est une anecdote qui a été sortie sur un Substack d'un journaliste qui suit les Pels dont j'ai oublié le nom, je rechercherai. Il faut savoir qu'au moment de faire ce trade avec les Hawks, donc Bryson Graham, qui est le GM des Hawks, a appelé Joe Dumars pour être sûr que ce que lui proposait Troy Weaver, c'était la vérité. Voilà. C'est-à-dire que l'offre était tellement incompréhensible qu'ils ont quand même fait un second appel pour dire, t'es sûr, hein, mais t'es sûr que c'est vraiment ça que vous proposez. T'es sûr que tu me proposes une pick non protégée 2026. Les mecs ont dit oui. Tom, je sais pas comment te lancer. Vas-y. Pour moi, c'est entre guillemets, c'est Marriott à l'échelle de la ligue, tout simplement parce que c'est un front office, tu sais qu'il y aura des charognards qui vont venir en fait essayer de les arnaquer. Surtout que dans l'article qui est paru justement, il y avait justement une mention du fait que le front office des Hawks faisait passer à d'autres équipes pour voir ce qui leur avait été proposé. Donc effectivement, donc tu sens que c'est une équipe où généralement quand il y a des changements de direction comme ça, ou surtout que Troy Weaver, voilà, quand il était arrivé à Détroit, il avait fait un peu la même, hein, il avait signé plein de pivots. Il avait envoyé des pics, je crois le pic pour Jeremy Grant. Il y avait un pic pour Jeremy Grant qu'il avait envoyé ou qui a conlevé récemment là justement parce que les Pistons ont fait les playoffs. Sinon c'est un pic qui était dit il va jamais être utilisé. Mais voilà, je pense que voilà, c'est déjà c'est une franchise où il y a eu pas mal de changements mine de rien au niveau du front office. On sait au niveau des Pelicans, on a vu ce qui s'est passé, il y a eu des déclarations de Dejounte Murray qui, justement, a critiqué un peu le front office, du moins, même pas critiqué le front office, mais qui a dit que voilà, qu'il avait du mal de temps en temps à pouvoir, aller tirer, ou du moins accéder aux infrastructures du club. Alors, donc, voilà. Et on peut se poser la question aussi de, tout ce qui se passe autour de Zion Williamson, c'est-à-dire que c'est une équipe qui semble baser son projet sur Zion Williamson, puisque c'est lui qui était présent à la draft, à la loterie de ça. Sauf que les actions mises en place ne fit pas du tout avec ce qu'il faut faire globalement pour entourer Zion Williamson. Sachant qu'ils ont récupéré Kevin Looney. Voilà. Donc, tu te poses beaucoup de questions et tu te dis que ça peut partir dans un sens comme dans un autre avec ces Pelicans. Donc, pour moi, c'est Marriott au niveau de la ligue vraiment pour l'aspect les gens vont venir pour essayer de les arnaquer et tu sais pas qu'est-ce qui peut être accepté. Ils vont appeler pour Zion, ils vont appeler pour tous les... Pour Murphy, ils vont appeler pour tout le monde, ouais. Les gens vont appeler pour tout le monde et ça peut changer un peu la face de la ligue d'ici la reprise. Avant de continuer, je me rends compte que j'ai fait 2 choix de suite. On va dire que c'est une snake draft. Voilà. Allez, vas-y. voilà. Oui, je suis assez d'accord avec toi. En fait, si ton objectif, c'est de construire autour d'un joueur qui est à son prime, théoriquement, Zion est à son prime. Alors, encore une fois, je ne connais pas le profil du joueur qui a été drafté. Cependant, un jeune pivot,
en règle générale, c'est un profil qui demande un peu de temps pour arriver à maturité. Donc, c'est pas un profil qui va être ultra efficace sur le moment à côté de Zion. Voilà. Mais surtout vu le choix 7, hein. Le choix 7, c'est aussi l'autre morphotype auquel on dit toujours de se méfier. Le small guard. Enfin, l'année dernière sur YouTube, on avait eu pas mal de gens des gens qui étaient venus dans les commentaires qu'on avait parlé justement de Rob Dillingham. On disait, attention, il est petit, il va jouer en NBA, ok, il a peut-être du potentiel, mais soit on risque pas de le voir beaucoup, soit il sera mauvais. On nous avait dit, mais non, voilà, il a le potentiel. On a vu ce qui s'est passé. Donc là, encore une fois, hein. Et même si Rob Dillingham est pas si, ouais. C'est compliqué. Donc, voilà, c'est compliqué. Donc, on sait que c'est les deux positions, généralement, qui vont être les plus dures où c'est dur d'être plug and play à des positions aussi importantes à NBA. Donc, sur les premières années, ça risque d'être compliqué. Surtout que, voilà, ils ont fait aussi des échanges pour récupérer Jordan Poole. Voilà, donc, c'est pas très lisible. C'est pas très lisible ce qu'ils ont fait les Pelicans. Donc, à voir si déjà sur le terrain, ils arrivent à confirmer quelque chose, ils arrivent à donner du sens, entre guillemets, à leur projet, sachant que l'équipe est très peu profonde, et si ça arrive à fonctionner, parce que sinon ils vont envoyer un très bon pic à cette équipe des Hawks. C'est ça, c'est là où le move en lui-même, j'en ai un peu rigolé, mais c'est là où le move est incompréhensible en lui-même, c'est que tu es face à une franchise où sur les dernières années les résultats ont été décevants, où ton franchise player a la fâcheuse tendance de se blesser et t'envoie un choix non protégé. C'est ça, moi, qui me paraît complètement fou. C'est là où j'ai vraiment du mal à lire ce qui a été fait. Dernière chose par rapport à ces Pels, c'est que j'ai oublié ce que j'allais dire. Dernière chose, les amis de ces Pels, j'oublie ce que j'allais dire, donc on va enchaîner, Tom. Okay, c'est incroyable ça. On perd la mémoire, tu vois. 10 ans de podcasting et je sais plus ce que je voulais dire, Tom. Écoutez, je vais prendre le relais. Ah oui, dernière chose. J'ai retrouvé. Il y a un peu cette impression de Joe Dumars, des mauvaises reconstructions ou des mauvais retooling où il y a tout un aspect, et on te parle beaucoup dans la communication, des joueurs de caractère, de la physicalité, etc. Alors déjà, pourquoi Jordan Poole? Du coup, ça dénote complètement comme choix. Mais je me méfie beaucoup des reconstructions qui mettent beaucoup en avant le caractère des joueurs, parfois au détriment du talent. Il y a tellement une concentration des talents NBA qu'au bout d'un moment, il faut une équipe talentueuse et qui fit un minimum. Quand bien même, tu as des boy scouts qui sont dans ton effectif. Voilà. Après Poole, si on peut donner, enfin, je pense que Poole, je pense que c'est une volonté de rajeunir et de faire un peu bouger l'argent, hein. Là où CJ McCollum, tu sais que voilà, le contrat allait se terminer et il y a pas grand monde qui signe aux Pelicans, hein, je suis désolé. Donc, eux, ce qui les intéresse, c'est justement de faire l'acquisition de jeunes joueurs qui ont encore du potentiel et qui sont sous contrat longtemps, parce que ils vont pas réussir à attirer ces joueurs-là chez eux une fois qu'ils seront sur le marché. Donc, ils sont obligés de prendre un peu plus de risques au niveau de l'acquisition. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont fait le choix, Jordan Poole potentiellement, pour arriver dans leur franchise. Mais écoute, moi, je te propose de passer à une autre équipe. Pour moi, à l'échelle de la ligue, on est en mode un peu tsunami. Pour moi, c'est les Lakers. Oh! Les Lakers, tout simplement parce que on a LeBron James qui a l'habitude de faire des 1+1, qui là est en fin de contrat. Tiens. Pour la première fois depuis très longtemps, il a décidé d'opt-in de sa situation. Ça rappelle un peu la situation de James Harden, hein, qui opt-in pour après. Alors, je sais pas si LeBron James va se faire trader, mais la situation de LeBron James, pourquoi? Parce qu'en fait, ça signale deux choses. Un, que les Lakers sont décidés potentiellement à tout faire, à tout reconstruire autour de Luka Doncic. Donc potentiellement, ce qui va les intéresser, eux, c'est d'avoir un maximum de cap space et de flexibilité financière à 1 ou 2 ans. Donc ça, c'est une première chose. Ça veut dire que il y aura pas de long contrat aux Lakers, donc il y aura beaucoup d'opportunités de marché qui vont leur passer sous le nez, qui vont peut-être pouvoir être que d'autres équipes vont pouvoir, dont d'autres équipes vont pouvoir entre guillemets tirer parti. Autre chose que ça signale, c'est que LeBron James va être dans une situation, pour l'une des rares fois de sa carrière NBA, où ça ne tourne pas autour de lui. Et c'est pas lui la timeline de l'équipe. Est-ce qu'il va faire avec? Est-ce que les profils qui vont arriver aux Lakers vont plus fit le jeu de Luka Doncic plutôt que LeBron James?
Et la dernière chose, pour moi, avec ces Lakers-là, c'est que ça va mettre potentiellement de la pression sur des joueurs qui sont en fin de contrat. Parce que si on te propose d'être la co-star de Luka Doncic quand tu arrives sur le marché et qu'on peut te proposer un maximum d'argent à Los Angeles pour venir jouer, ça peut mettre la pression sur les autres équipes de la ligue et c'est pour ça que pour moi, c'est un tsunami. C'est très bien vendu, Tom. Je t'ai laissé les 15 parce que je sais que tu voulais en parler. Moi, il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai vu le spot track des Lakers. Ouais. Juste comme ça. Quand tu regardes l'âge des joueurs, tu as donc LeBron à 41. Bon, voilà. Ouais, c'est incroyable, ça dit. C'est incroyable de dire ça. Ensuite, tu as Luka 26, Rui Hachimura 27, Austin Reeves 27, Jared Vanderbilt 26, Gabe Vincent, un peu moins important, 29, Maxi Kleber 34, DeAndre Ayton 27, Jack LaRavia 24, Dalton Knecht 24, Jackson Hayes 25. Mm-hmm. Tu as des joueurs qui sont en gros dans la même timeline, quand bien même ils n'ont pas tous la même importance dans le projet. Mais tu as Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura, quelle que soit l'importance que tu leur donnes dans le projet, c'est des joueurs qui sont à leur prime, en tout cas qui entrent dans le moment fort de leur carrière. LeBron dénote un peu. Et c'est là où je suis assez d'accord avec toi, c'est que c'est... Alors de là à dire que c'est un tsunami, peut-être qu'on a moins nous on a des catégorisations un peu différentes, mais c'est sûr que ça ouvre d'un côté la possibilité pour qu'un gros joueur arrive du côté des Lakers de la Free Agency 2026, Free Agency pour laquelle tout le monde commence un peu à se préparer. Petit cynisme de ma part, je commence à me dire que tout le monde se prépare trop pour cette Free Agency-là et que tu es à 2-3 re-signatures près que cette Free Agency-là soit en fait pas si intéressante que ça. Et de l'autre, ça ouvre la possibilité à un départ de LeBron. Cependant, Tom, je te renvoie la balle. Tu l'as dit toi-même, 41 ans. À quel point la potentialité d'un départ de LeBron, même si ça a de l'influence dans le storytelling de la NBA, d'un point de vue terrain, c'est quelque chose d'extrêmement influent. Ça reste un All-NBA, hein. C'est-à-dire, même en 2026-2027. Ouais, quand même, c'est LeBron James, hein. Bon, écoute, Ben, il y a quoi, il y a 10 ans? On aurait dit LeBron James, il est sur le déclin après le match, après le match 4 des finales 2016. On aurait dit que LeBron James est sur le déclin. Tu te souviens, que j'avais dit ça? On est 10 ans plus tard. On est quasiment 10 ans plus tard. Donc, et surtout, pour moi, le côté de tsunami par rapport à LeBron James, c'est surtout que les Lakers ne vont pas maximiser l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, c'est pas l'année la plus importante pour eux dans l'optique qu'ils ont de construire autour de Luka Doncic. Donc, ça veut dire que potentiellement, tu avais un contender dormant qui, peut-être à part certaines opportunités de marché, qui va rester très calme, en fait, tout simplement parce que cette saison-là, ça va être une saison un peu de transition, quoi, en gros. À quel point c'était un contender dormant? Dans le sens où il y avait la grosse question au niveau du poste de pivot. Ils y ont répondu de manière assez miraculeuse parce que DeAndre Ayton, c'est un pivot sur lequel il y a beaucoup de questions au niveau de l'investissement, de beaucoup de choses. Hein, mais oui. Tu dis avant la Free Agency où il y a 3 semaines, vous récupérez DeAndre Ayton, c'est de l'ordre du rêve. Enfin, ça n'existe pas, encore une fois, quand la magie des Lakers. Donc, peut-être que moi, je ne les voyais pas aussi beaux que ça à moyen terme. Pour moi, c'était une franchise de chapeau 2, mais chapeau 2 dans une conférence ouest où le chapeau 1 est très très loin devant. Peut-être ça. Et ou même dans les équipes du chapeau 2, dont on va peut-être parler juste après, j'étais un petit peu moins chaud sur eux. Ouais. Moi ça me perturbe le fait de que les Browns sera peut-être free agent. C'est même pas que LeBron sera peut-être free agent, c'est que bon, ok, LeBron James a une trade clause. LeBron James a une trade clause, donc il peut décider justement de bloquer les mouvements si ça ne lui convient pas. Mais là, on est un peu sur une rupture et potentiellement, on sait ce qui se passe généralement les années où LeBron n'a plus rien derrière ou potentiellement, il doit faire activer une option. Donc, il va essayer de peut-être faire peser entre guillemets ses décisions. Il va vouloir faire imposer sa patte comme il avait imposé aux Cavs de ramener tel joueur, de faire venir tel joueur et tout ça. Et à quel point en fait ça peut désorganiser toute la saison des Lakers et faire tomber un potentiel contender. Mais là où je serais un peu en désaccord, c'est que tu l'as dit, c'était dans des situations où il était au centre du projet. Il est plus au centre du projet. Là, LeBron peut pas. Ça LeBron James. Hein. Ouais, mais il peut pas agiter la menace du départ parce que LeBron James part. Certes, c'est un coup de tonnerre, mais tu te dis, j'ai quand même Luka Doncic encore. C'est là où pour moi,
Ouais, le ça, pouvoir de c'est nuisance, terrible. il est moins fort. Ouais, Là je où vois. tu me dis c'est la même situation, sauf que t'as pas Luka et en plus c'est Anthony Davis, là je te dis là, danger, danger. Mais là, t'as Luka. C'est vrai. Et pour moi, il y a une petite anecdote marrante comme ça. On parlait de l'épisode qui est le Jaylen Brown de votre franchise avec Constant la Ouais. dernière fois. Et il y a des gens dans les commentaires YouTube qui ont dit c'est LeBron, nous, du côté des Lakers. Et je me demande à quel point, tu vois, LeBron a, comment dire, là où je sais pas. Et là, encore une fois, c'est de l'analyse de comptoir. Là où, parfois, c'est ce genre de péripéties au Cavs, ça pouvait être justifié parce que c'est lui qui a ramené le titre, c'est le kid d'Akron. Déjà, là où, à Miami, ça passait un peu moins. Et à Miami, c'est un peu différent, c'est parce qu'aussi, il y a une espèce de timeline qui était différente avec des joueurs qui, lui, où il était encore dans son prime, un reste d'effectifs qui était peut-être plus en difficulté, je pense à Dwayne Wade. Là, globalement, les Lakers peuvent le laisser un peu, voilà, mettre la pression sur la franchise. Il y a Luka. La question pour moi, c'est plutôt où se situe leur certitude que Luka va rester. Tu vois. C'est vrai, effectivement, parce que Ça, personne n'en parle. Je trouve ça n'en fou que personne n'en parle. Ça. personne Luka, n'en parle, ça, il a une effectivement. player option. Je veux dire, Oui, c'est une dinguerie. oui. C'est vrai que ça, personne n'en parle. Mais écoute, on verra la suite au prochain numéro, écoute, hein. C'est à toi de drafter encore une fois. Ah oui, Snake Draft. Alors, Qu'on a inventé qui est totalement, personne n'a jamais fait de Snake Draft à deux. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, mais écoute, on va faire comme ça. On va être les précurseurs. J'ai bien envie de parler des Celtics, moi, pour le coup. J'ai bien envie de parler des Celtics en haute vague. En haute vague, tout simplement parce que les moves qu'ont fait les Celtics, je les vois difficilement redevenir des contenders au retour de Jason Tatum. Pour moi, ils sont allés trop loin dans l'économie. Alors, je comprends complètement les moves et la rationalité derrière l'aspect financier, mais pour entre guillemets, alors petit point, Sibérie salary cap entre guillemets. Globalement, quand tu descends en dessous de tout ce qui est apron, second apron, première apron, ben ça va être très difficile globalement de remonter, sauf si tu as des bird rates sur un joueur qui doit signer un nouveau contrat. Puisque c'est ça qui va te permettre de franchir et de dépasser, d'exploser le montant de salary cap, puisque ça va pas être possible de monter par trade, parce que quand tu reçois plus de salaire dans un trade, tu es hard cap à la first apron, et quand tu agrèges deux salaires de joueurs, tu es hard cap à la seconde apron. Donc, ça veut dire que ces mécanismes-là de trade, si tu veux remonter là où tu étais d'un point de vue salarial, tu ne peux pas. Ta seule façon ou ta seule chance de le faire, c'est via un joueur qui aurait potentiellement soit un contrat rookie ou qui serait sur un contrat très désavantageux, ou, enfin pas désavantageux, mais qui a un contrat très bas par rapport à la valeur du terrain du joueur, qui surperformerait ce contrat, et là tu montrais tu vois quelqu'un qui passerait de peut-être à un Drew Dunmore par exemple, qui passerait de 2 millions à 18 ou 20 millions. Voilà. C'est ce qui pourrait te permettre de remonter, parce que quand tu es descendu à ces niveaux-là, c'est difficile en fait de pouvoir remonter. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans les profils et que sportivement, pour moi, ils sont très loin d'être contenders, même au retour de Jason Tatum. Sportivement, ils jouent quoi la saison prochaine? C'est l'Est, hein. Non, c'est l'Est, ils sont plus hauts. Hein. Jaylen Brown, Derrick White, ils sont plus hauts. Mais qui devant? Mais les Cavs, sûr. Ouais. Les Cavs, les Knicks. Déjà, tu vois, les Cavs, les Knicks, après, tu dis quoi? Les Bucks sont totalement dépendants de Giannis. Peut-être les Hawks, qui vont être la grosse cote, et Orlando, qui vont être la grosse cote. On en parlera dans quelques minutes. Donc, je voudrais croire dans les Sixers, mais bon, c'est un peu une pièce en l'air, assez compliqué. Par contre, je te rejoins si l'objectif c'est de, je sais pas, concurrencer une équipe qui s'affirme comme le champion en titre comme OKC ou retrouver les très hauts niveaux, ça semble être compliqué. D'abord parce que moi, je pense que j'ai déjà une opinion. On en avait parlé un peu avec Constant. J'ai une opinion de Anthony Simons qui a l'air d'être assez différente de la plupart des fans de Boston. Des fans de Boston. De la mafia bostonienne. Visiblement. Deuxième chose, et là aussi où je suis d'accord avec toi, le truc c'est que moi je me demande, et j'ai toujours la même question, on n'a toujours pas répondu à ma question depuis le dernier épisode qu'on a fait, le post-mortem sur les équipes éliminées au second tour. Ils construisent pour quelle année?
Moi, j'ai toujours pas la réponse. Parce que pour moi, ils construisent pas pour 2027, pour 2026, 2027, pardon. J'ai l'impression qu'ils construisent pour plus loin encore. Mais si tu construis pour plus loin, pardon, il faut essayer de traiter Derrick White le plus tôt possible, hein, parce que si tu construis pour plus loin, ça veut dire que Derrick White, quand toi tu devras remonter, il aura 35 ans, quoi. C'est là où je comprends pas le fait de s'accrocher à Derrick White coûte que coûte. Ou alors, c'est l'idée de pas descendre trop bas. Ce qui est bête parce que tu as ton propre choix de draft cette année. C'est vrai que ça, c'est une question qui va revenir, au courant de la saison, hein. Qu'est-ce qu'on fait si, voilà, on sait que Jaylen Brown a déjà quelques soucis de genoux. Est-ce qu'ils vont le laisser au frigo? Ça va être une année un peu expérimentale pour faire jouer et faire émerger des role players. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui pourrait, valoir le coup, entre guillemets, d'être testé. Mais pour moi, ils ont perdu trop. En fait, quand tu regardes les joueurs qui ont récupéré, t'as aucun joueur qu'ils ont récupéré qui est dans un 9 de playoff. Rappelons les joueurs qui ont été récupérés. Donc, Anthony Simons, George Niang, qui est, je crois, j'avais vu la stat un jour, faudrait que je la vérifie sur Basketball Référence. C'est le joueur qui a joué le plus de matchs en playoff sans jamais en commencer un. J'avais vu la stat. Je crois que c'est toujours le cas. Luka Garza, pardon, là, Luka Garza et Josh Minott, ouais. Josh Minott aussi. Après, la cellule de développement des Celtics est excellente, hein. Mais c'est vrai. La question est... Vas-y. Parce que, je trouve qu'ils perdent vraiment des joueurs. Ils perdent vraiment des joueurs qui sont importants globalement dans la construction, dans ce qui faisait l'ADN des Celtics. Kristaps Porzingis, on en reparlera un peu tout à l'heure. C'est lui qui a un peu débloqué. Tu vois, c'est les deux arrivées en fait, hein, qui, tu vois, on peut même mettre ça entre guillemets l'équivalent de ce que OKC a eu avec Caruso Hartenstein. C'était Kristaps Porzingis et Jrue Holiday le même été, tu vois, qui ont changé diamétralement la façon dont on voyait cette équipe-là. Et qui, là, pour trouver des joueurs à peu près identiques, faut se mouiller la nuque. Et puis, autre chose, je trouve qu'ils sont vraiment allés beaucoup trop dans le compromis de demi-terrain. Après, encore une fois, ce sont des trades qui ont été motivés par l'aspect financier. Et globalement, quand tu regardes l'argent, le montant qu'ils ont pu économiser, par rapport aux assets qu'ils ont déboursés pour pouvoir se délester de ces contrats-là, ça reste de très bonnes opérations financières, mais j'ai de gros doutes pour le sportif. Mais tu l'as parfaitement résumé. Ce sont de bonnes opérations financières, mais tu peux pas venir nous dire que ton objectif, c'est d'être contender en 2026-2027, en fait. Parce que 2026-2027, rappelons en plus, je l'avais déjà fait dans l'épisode précédent, que ton Achille, il y a cette durée des 700 jours, en tout cas des 2 ans qui traînent souvent. L'idée, c'est que les joueurs te disent que, en gros, ils reviennent une première saison, ils reviennent et au niveau des sensations, ils la retrouvent vraiment dans la deuxième saison. Donc, d'ici là, ils sont peut-être pas, ce sera difficile pour eux d'obtenir un niveau minimum. On parle souvent, Tom, des conséquences, en tout cas, sur la fanbase ou sur le front office des reconstructions précédentes. Moi, je me demande à quel point la situation qu'ont connue ces Celtics, c'est-à-dire en gros, enchaîner un projet à un autre avec des choix de draft qui venaient d'un trade plus ancien et en gros, pratiquement jamais avoir connu la période de mou, sauf à un moment avoir été 8e ou un truc comme ça, à quel point ça a joué dans leur volonté de toujours rester à minimum compétitif. Voilà. Qu'on peut souligner qui est une stratégie qui va contre-courant de beaucoup à NBA. Parce que je pense qu'à l'inverse, l'idée de totalement tout détruire pour en gros encaisser, avoir plein de choix de draft et repartir sur une semi-reconstruction d'1 an et demi avant Jason Tatum, pour moi c'était une erreur aussi. J'aurais aimé, alors peut-être que c'est un idéal, mais j'aurais aimé par contre tenter des paris sur des jeunes, pas forcément au potentiel, je leur demandais pas de récupérer Victor, hein, mais l'idée c'était des jeunes à potentiel sur lesquels tu avais les bird rights sur plusieurs saisons. Parce que genre Anthony Simons, s'il fait une grosse saison avec Boston cette année, tu as déjà la question de devoir le re-signer, alors que tu l'auras pas vu dans un basket peut-être compétitif. C'est là où... On peut faire comme Indiana a fait avec Aaron Smith, par exemple, des choses comme ça. Après, ça va peut-être venir, hein, puisque là, encore une fois, les moves sont frais. L'intersaison est loin d'être terminée, les rosters sont loin d'être bouclés, mais ils ont quand même perdu, de sacrés joueurs, hein, par rapport à ce qui faisait leur succès. Sachant qu'Al Horford va peut-être aussi partir et quitter le navire. Ça fait beaucoup, je trouve, de pièces importantes pour le jeu des Celtics,
pour l'ADN Celtics tel qu'on l'a connu, pour rester justement compétitif, ou du moins d'avoir le même style qu'ils ont eu avec Jason Tatum. Après, si ça se trouve, peut-être que à son retour, Jason Tatum sera un tout autre joueur, en tout cas sur le plan offensif, qui fera que en fait ce dont tu avais besoin va changer. Puisque c'est aussi ça, hein. À mesure que ton meilleur joueur devient plus fort et que les joueurs qui sont autour deviennent plus forts, ben des ingrédients dont tu avais besoin, tu peux t'en passer parce que certains de tes meilleurs joueurs ont développé les capacités ramenées par les joueurs qui étaient là. Et si c'était ça, Tom? Leur volonté, c'était de rester un minimum compétitif pour voir ce qu'il en est de Jason Tatum, une saison, et ensuite t'agis, est-ce que tu peux encore construire un contender autour de lui, etc. Je sais pas, je balance des idées comme ça. Enchaînons. On a parlé d'un champion, d'un récent champion. Je vais parler d'un autre récent champion. On va partir de Toronto Raptors. Toronto Raptors, bien sûr. On salue notre ancien à la maison, Gaba. Non, on va parler de Denver. Ouais. Denver, Tom. Marée basse, marée haute. Je suis peut-être entre les deux. Alors. En tout cas, c'est sûr que c'est pas un tsunami. C'est pas un tsunami. Ouais. Alors, parlons des moves des Nuggets. Donc, les Nuggets qui ont ramené à la maison Bruce Brown, qui ont signé Tim Hardaway Jr. Alors, il y a l'imbroglio Jonas Valanciunas. Rappelons juste que Chris Middleton reste toujours un meilleur joueur que Tim Hardaway Jr. Dédicace à Tom du French Knicks Basket. voilà, que j'arrive toujours pas à prononcer en 2025. Et surtout, le départ de Dario Saric. Alors, je t'avoue que Tom, c'est un petit peu mon petit péché mignon. Quelle équipe va réussir à se persuader dans quelques semaines que Dario Saric est une bonne idée? Attention, parce que chaque année, il y en a une, c'est jamais une bonne idée. Bref. Et enfin, le gros trade, c'est donc Cam Johnson qui arrive en lieu et place de Michael Porter Jr. Je pense que c'est une meilleure équipe. Je suis pas sûr qu'il change de chapeau. Assez d'accord. En fait, c'est-à-dire que il y a plus d'espoir. C'est-à-dire que je pense que ce qui change, et je pense qu'il y a un peu une réécriture a posteriori justement sur cette équipe des Nuggets, tout simplement parce que elle a poussé le champion OKC dans ses retranchements. C'est-à-dire qu'OKC a été obligé d'aller gagner un match 7 pour pouvoir justement passer cette équipe des Nuggets qui était très mal construite. Et on l'a dit, blessé. On en avait parlé justement lors du DH20. On va peut-être pas spoiler le truc, mais on disait que par rapport que Jokic était dans une position idéale parce qu'en fait, il y a beaucoup de boucs émissaires autour de lui et non mais c'est vrai, il y a beaucoup de boucs émissaires autour de lui et qui sera toujours dans le rôle de David globalement. Donc il y a tu vois, là encore, je pense que même la série qu'il a joué la série qu'il a joué justement face à OKC a encore renforcé ce côté David que voilà, c'est que limite que c'est le meilleur joueur, enfin pas limite mais que c'est le meilleur joueur de la NBA et c'est peut-être un des top 15, 20 de l'histoire de la ligue à peu près en termes de pic. Donc globalement c'est ça et en fait cette notion d'espoir, c'est-à-dire que tu te dis que en faisant bouger un peu les choses, ils se permettent la possibilité de potentiellement pouvoir faire quelque chose. C'est ça, c'est la notion d'espoir pour moi. Je suis assez d'accord là-dessus. Alors, on n'est peut-être pas d'accord là-dessus, parce que je pense pas que... C'est une série bizarre, le Nuggets Thunder, pour plusieurs choses. Big up à Constant, We Are Thunder, ils en parlaient. Il y avait un peu ce truc psychologique face aux Nuggets. Oui. Où c'était pas une série. En fait, en termes de la manière dont ils ont abordé la série contre les Nuggets et celle contre les Wolves, c'est l'impression que c'est pas la même équipe. C'est-à-dire que OKC est létal contre les Wolves. Ils sont parfois brouillons contre les Nuggets. Après, faut aussi dire que les Wolves sont un bien meilleur match-up pour les Nuggets parce que, en fait, la vérité, c'est que Jokic est un joueur implacable offensivement. Et contre ce que OKC a de mieux, c'est-à-dire la défense, mais il pouvait quand même trouver des opportunités de scoring. Là où c'est pas du tout le cas pour une attaque. Si t'as un joueur offensif moyen face à OKC, tu t'es fait démonter. Hein. Mais moi, c'est plutôt dans l'idée où, pour moi, si tu me dis que les Nuggets étaient la deuxième meilleure équipe du plateau à l'Ouest, c'est pas choquant.
contre, pour affronter le Thunder. Ah. Parce que c'est aussi cette histoire de match-up. Hein. Je pense que si par exemple, disons que ça c'est le contraire, Ben. Disons que c'est le contraire et que par exemple Minnesota tombe sur OKC au premier tour. Il y a peut-être 4-1 pareil. Il y a peut-être 4-1 pareil. Mais ça veut pas dire que Minnesota n'est pas une bonne équipe contre les autres. Et on a vu contre les autres équipes du plateau. Alors ils ont montré, il y a eu quelques faiblesses qui ont été pointées et on peut dire qu'ils ont eu un petit peu de chance par rapport à, enfin avec les blessures qui ont tourné de leur côté. Mais voilà, c'est une équipe qui, au final, en conclusion, fait 2 fois les finales de conférence sur les 2 dernières années, qui avait un roster à 207 millions. Mais c'est une histoire de match-up encore. C'est même toi qui aime bien le dire, c'est une histoire de match-up. Ah, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, l'idée, c'est plutôt que, certes, le match-up a un potentiel Denver-Minnesota. On l'a vu, pour être problématique pour Denver, parce que Minnesota a été construite pour battre Denver. Mais là où les moves, pour moi, on est quand même en marée haute, c'est que c'est une meilleure équipe pour l'équipe qui a posé le plus de problèmes aux champions. Oui. Première chose, l'équipe qui a le meilleur joueur du monde, deuxième chose, et l'équipe qui a su prouver qu'elle arrivait à s'améliorer en playoff, même si, et là on pourrait me contredire en disant oui, mais il passe à 2 doigts de sauter contre les Clippers, ce qui est vrai. Il passe à 2 doigts de sauter contre les Clippers. C'est vrai. C'est totalement vrai. Cependant, pour moi, ils répondent première chose à un joueur Cam Johnson qui est, je pense, meilleur que Michael Porter Jr., mais qui ne les amène pas dans une autre dimension. Moi, personnellement, j'en suis pas persuadé de ça. Hein. Mais bon, enfin, c'est un débat pour un autre jour. Ah, mais c'est un débat qu'on avait même eu dans la conversation d'Unkebdo. Je pense qu'il est meilleur sur l'aspect défensif. En fait, première chose. Là où peut-être qu'il est moins létal que Michael Porter Jr. peut l'être sur l'aspect tir. Mais pour moi, Cam Johnson est un meilleur joueur de basket. Mais c'est là où je me situe peut-être à mi-chemin dans le débat. C'est que je considère pas que ce soit un bien meilleur joueur de basket que Michael Porter Jr. Cependant, Bruce Brown, s'ils arrivent à le réintégrer dans la rotation, avoir une autre pièce de rotation, Tim Hardaway Jr., bon. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. J'y crois moyennement. Moi, j'y crois pas du tout, Tim Hardaway Jr. Après, tu me diras, qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce que tu... Voilà, si tu peux me dire, c'est quoi l'alternative? Et Jonas Valanciunas, je sais qu'on n'est pas du tout d'accord là-dessus. Et c'est rare qu'on soit à ce point en désaccord là-dessus. Moi, c'est pas Jonas Valanciunas mon problème. C'est plutôt que j'estime que il faut que tu aies un pivot remplaçant digne, qui puisse tenir 10 minutes, 5 minutes en playoff sans se faire ouvrir. Voilà, c'est juste ça. Je leur demande pas d'avoir Naz Reid en backup pivot. Je leur demande d'avoir un mec qui est capable d'être sur le terrain. Alors, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait même pas si Jonas Valanciunas va répondre à ce problème-là parce qu'il y a des questions au moment où on enregistre, autour de sa présence ou pas dans l'effectif. C'est vrai. On ne sait pas s'il sera là. Cependant, pour moi, ça a de la valeur d'investir là-dessus parce que c'est pas tellement une question de maximisation de l'effectif, c'est que tu ne peux pas te permettre d'être mauvais, d'avoir 10 minutes en playoff où chaque année, tu dépends intégralement du shot-making de Jamal Murray. C'est pas possible. C'est là où moi je suis pas d'accord avec. Alors moi c'est plus une question d'optimisation des ressources, c'est-à-dire que utiliser des ressources importantes pour prendre un joueur qui ne jouera jamais avec ton meilleur joueur, pour moi c'est pas une bonne utilisation des ressources et que tout Jonas Valanciunas qu'il est sur la saison régulière, il va faire le taf. Pendant les playoffs, tu auras du Aaron Gordon en poste 5. Ah, mais c'est pour ça que selon moi, je sais pas si Jonas Valanciunas c'est la réponse à ça et je sais pas où se situe la réponse à ça, mais pour moi, tu ne peux plus t'amener avec Aaron Gordon en poste 5 ou DeAndre Jordan. Ou il te faut une solution. Encore une fois, c'est un peu un vœu pieux de dire qu'ils doivent trouver une solution sans mettre beaucoup d'assets parce que en l'état, c'est difficile à matérialiser. Mais oui, pour moi, ça a du sens d'investir là-dessus. Je suis désolé de faire un comparatif NFL, ça fait longtemps que j'avais pas fait un. Il y a un peu ce débat en NFL à quel point ça a de l'importance d'investir sur ton backup quarterback. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que si ton quarterback est mort, enfin en tout cas, il n'est pas là, t'es mort. Et les gens vont dire que je suis influencé par Intersaison de Baltimore qui a investi sur ce poste-là. C'est pas ça, parce que sur ce aspect-là, ça fait longtemps que j'ai changé d'avis. On voit trop cette situation-là comme blanc-noir, selon moi. C'est-à-dire que soit il est là, t'es bien, soit il est pas là, t'es mort. Mais s'il n'est pas là pendant 3 semaines, par exemple, imaginons que Nikola Jokic, qui se blesse jamais, se blesse pendant 3 semaines.
Tu fais quoi? C'est quoi ta solution pendant les 3 semaines de saison régulière où tu n'as personne sur le poste de pivot? C'est quoi ta solution si, dans un match 3 d'une série, Nikola Jokic est malade et tu dois aligner un poste 5? Je ne demande pas encore une fois que, oui, si Nikola Jokic est totalement blessé, t'es mort. Mais moi, ce que je demande, c'est juste qu'ils aient un backup. Juste un backup. On ne sera pas d'accord là-dessus. Votez dans les commentaires. Agree to disagree. Non, mais bon, mais de toute façon, on comprend nos points de vue et c'est aussi ça aussi, hein. C'est aussi ça, le fait de pas forcément être d'accord sur tout. Ce qui nous arrive jamais. Ce qui nous arrive, de temps en temps, voilà, comme quoi, voilà, ça peut arriver de temps en temps. C'est le plus gros désaccord de depuis le small ball en 2016. Extraordinaire le small ball en 2016, effectivement. C'est 10 ans. Voilà, 10 saisons. C'est Snake Draft. Oui, Snake Draft. Snake Draft à 2, Ben. Snake Draft à 2, c'est temps pour toi. Je vais choisir l'équipe dont tu as allé parler, je pense. Donc, je vais te laisser en parler. Les Hawks, Tom. Parle-moi des Hawks, parce que je pense que tu allais les choisir. Bon, j'allais plutôt te parler des Grizzlies après, mais on peut parler des Hawks, si tu veux. Parlons un peu des Hawks. Alors, pour moi, c'est marée basse. Sérieux? Pour moi, quel hater. Hater originel. Moi, c'est marée basse. Tu vois, je l'avais dit dans la conversation, les gens voient la roue de Buddy Hield en mode Buddy Hield est tradé, il shoot bien. Les gens se disent pourquoi il a été tradé, il shoot mal, il est tradé. Pour moi, il y a la roue des Hawks. On investit dans des role players défensifs. Waouh! Attention, on va avoir autour de triangle. Mince, on n'a plus de playmaking. Il faut des playmakers autour de triangle. On investit dans des joueurs bons défensivement. Ils sont en train de refaire la roue. Je suis très sceptique sur... Alors, l'idée de Kristaps Porzingis, pour moi, est bonne. La question, c'est quel Kristaps Porzingis on aura? Parce qu'il est en grande difficulté physiquement. Luke Kennard, bon, Tom t'a déjà donné. Je pense pas que ça change grand-chose pour eux. Ensuite, pour la saison régulière, ça va être intéressant pour eux, notamment pour l'aspect offensif, et puisque c'est un joueur que tu ne peux pas laisser seul, notamment pour rapport à Jalen Johnson, si jamais il développe du post-up ou ils font des choses comme ça. Mais après, pour les playoffs, la problématique de Luke Kennard, c'est pas l'adresse, c'est sa capacité à prendre du volume et des tirs. Et Nickel Alexander-Walker, par contre, sur un contrat de 4 ans, en sign and trade, ça, je valide. Au niveau des pertes, ils ont perdu Clint Capella, mais bon, il y avait l'idée Onyeka Okongwu. Mais là où pour moi, il y a juste marée basse, c'est que les espoirs des Hawks se situent pas sur les moves qu'ils ont effectués pendant l'intersaison. Enfin, en partie. Ça se situe plutôt sur la progression de Zachary Rizaché, le Jalen Johnson sur une saison pleine. C'est ça l'espoir de cette équipe-là. Il y a quand même Porzingis. Hein. Quel Porzingis, Tom? Oui, mais c'est ça, c'est quel Porzingis. Mais si c'est le Porzingis qu'on a eu la première saison à Boston, il y a quand même Porzingis. On l'a eu combien de fois sur les 7 dernières années, ce mec? Une fois. Une fois, une fois. Oui, mes espoirs. Si tu me dis que c'est Porzingis du titre des Celtics, je te dis oui. Je te dis marée haute, voire haute vague, mais en l'état. Après, moi, ce qui me rassure, c'est que ça leur offre une autre solution que Onyeka Okongwu poste 5, qui est le joueur théorique fait pivot. Mais je reste... C'est une équipe qui a amélioré son effectif en vue d'échapper au play. Moi, la raison pour laquelle je les mettrais un peu plus haut, entre guillemets, si on regarde par rapport à l'échelle de la ligue, c'est que c'est une équipe qui s'est donné un peu les moyens de ses ambitions, sachant que cette année, c'est une année où si Trae Young est All-NBA, il peut être éligible au Supermax. Donc, ils sont pas regardés l'aspect, entre guillemets, on va améliorer l'équipe, et le risque d'améliorer l'équipe, c'est de faire qu'on va être obligé de signer un mauvais contrat à un joueur, à notre joueur phare. Ils n'ont pas regardé ça, ils se sont dit on s'améliore comme on peut. Et aussi, vu que c'est un nouveau front office, ils ont envoyé quand même des signaux intéressants en arnaquant un peu les Pels et en récupérant justement cet asset. J'avais oublié. Et puis c'est un asset qu'ils pourront utiliser dans l'année. Dernière chose par rapport à Trae Young, là où pour moi je les mettrais pas en marée haute, c'est que pour moi ça éloigne pendant un an le serpent de mer trade de Trae Young. Ça l'éloigne là. Donc, par rapport au reste de la ligue, si on parle en termes d'alerte pour le reste de la ligue, l'alerte a baissé. Là où
c'est un secret de Polichinelle qu'ils ont essayé de l'échanger. En tout cas, ils ont reçu les appels pendant quelques mois. Ils les ont reçus. Ils n'ont pas été satisfaisants visiblement, et peut-être que Trae Young ne souhaitait pas partir, mais en tout cas, là, ça écarte cette possibilité-là aussi. Après peut-être qu'ils peuvent essayer de refaire ce qu'ils ont essayé de faire à la draft, hein. Trae Young plus le pic des Pels là contre Luka Doncic, qui sait? Ça serait beau. Ouais, Trae Young aux Lakers, ouais, extraordinaire. Vu le nombre d'haters, je ne suis pas dedans. Qu'a Trae Young et les Lakers ensemble, ça serait extraordinaire. Je te laisse continuer sur les Hawks, Tom. Sur les Hawks, moi je trouve que je pense qu'on a un peu le morphotype de l'équipe Darling, de l'équipe hipster, hein, que beaucoup de gens vont suivre l'an prochain, avec notamment Nickel Alexander. Enfin, ils ont récupéré des joueurs de playoff globalement, avec Kristaps Porzingis, avec Nickel Alexander Walker, voilà, qui va entre guillemets jouer le rôle de Delon Wright, le fameux Delon Wright. Donc je trouve que voilà, c'est une équipe qui en tout cas, dans l'Est, s'est donné de la profondeur, a pu faire l'acquisition de profondeur, et qui va peut-être profiter du fait que l'Est soit un peu un piteux état, hein, globalement, parce que il y a très peu d'équipes qui vont jouer et beaucoup d'équipes qui sont sur le côté parce que leurs stars sont blessés en attendant Philly. Puisqu'on ne sait pas, dans l'année, ça risque de changer pour eux potentiellement. Donc, ils vont essayer de se donner les moyens de faire quelque chose dans la conférence, quoi. Je t'ai pas relancé là-dessus tout à l'heure. C'est-à-dire que pour toi, c'est une équipe qui peut échapper au play-in. Pour moi, c'est une équipe qui peut y échapper, oui. Je ne suis pas le hater originel, mais on verra. on verra dans quelques secondes. Je suis perdu. C'est à nouveau à toi, Tom. Ouais. Moi, j'ai envie de te parler des Grizzlies et du Magic. Tiens, on va commencer par les Grizzlies, tiens. On va commencer par les Grizzlies pour une fois que j'en parle, tiens. Eh ben, vas-y. Par rapport à l'intersaison, pour moi, je la mettrais en marée haute. Je la mettrais en marée haute. Je passe vraiment pour le plus gros hater des Hawks, c'est dingue. je la mettrais en marée haute à l'échelle de la ligue, tout simplement parce que Memphis, la volonté entre janvier de 2025 et aujourd'hui, la priorité de la franchise n'était plus le sportif, c'était il faut re-signer Jaren Jackson Jr. Donc ils se sont mis en position de faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir le re-signer, et il a pu re-signer. Donc à l'échelle de la ligue, justement, pour on parle de la notion de création de cap space pour la prochaine free agency, ça enlève un acteur marquant du marché qui est quelqu'un qui aurait forcément été très demandé potentiellement si jamais il avait été disponible. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une équipe qui fait un mini coup de veau, c'est-à-dire elle a fait un pas en avant, mais là elle fait 2 pas en arrière pour essayer de revenir elle change un peu de trajectoire. C'est vrai que c'est une équipe qui a les fans de NBA en général, je pense, on les attend encore de l'ancien projet, sauf que de l'ancien projet, il reste plus rien de ce qui faisait vraiment la clé de ces anciens projets, parce que en gros, Memphis gagnait des matchs sur la saison à 56 matchs, pas parce qu'il y avait Ja Morant, Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane, c'est parce que le banc éclatait tout le monde. Le banc avec Kyle Anderson, Tyus Jones, Brandon Clark, Xavier Tillman, D'Anthony Melton. Voilà, les mecs éclataient tout le monde, et du coup le 5 majeur se permettait de juste faire un jeu égal, et ensuite le banc te ratatinait, et après de temps en temps t'avais des grosses perfs de Ja Morant, quelques bonnes perfs de Jaren Jackson Jr. qui faisaient que dans l'ensemble tu avais une équipe très compétitive sur l'année. Sauf que le projet a changé, et Memphis s'est retrouvé avec simplement quand la saison s'est terminée, il y avait aucun joueur de plus de 30 ans dans l'effectif. Donc on est sur un projet qui est assez jeune, et Memphis est un peu réorienté, notamment en transférant Desmond Bane pour justement faire corps avec le nouveau CBA et les contraintes financières, parce qu'il faut savoir que Memphis opère à un hard cap dicté par son propriétaire qui se situe au niveau de la taxe. Pas de la première apron, ni de la seconde apron, mais le hard cap est situé au niveau de la taxe. Donc on peut avoir Memphis qui fait des mouvements pour se hard capper automatiquement pour être sûr de ne pas pouvoir dépenser plus. Même si le montant n'a pas l'air très élevé, Tom, parce que je pense que les gens veulent plus t'entendre sur Memphis que moi,
Tu penses quoi de la signature de Ty Jerome? Moi, ça me laisse perplexe. Je trouve que c'est un contrat échangeable, tout simplement. C'est un contrat échangeable, tout simplement, et que la pire chose que tu peux faire dans la free agency, c'est surpayer à un moment où il y a peu d'argent. Donc, je pense que si Ty Jerome, tu le mets sur le marché en février potentiellement, alors je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais si tu as besoin de le mettre sur le marché, tu peux. Je pense que Memphis, c'est ça où le sportif n'est pas la priorité de l'effectif. Le sportif n'est pas la priorité des dirigeants, c'est-à-dire, enfin, maximiser le projet sportivement n'est pas la priorité des dirigeants. La priorité des dirigeants, c'est d'être le plus flexible possible en ayant une équipe compétitive tout en restant en dessous de la taxe. C'est une magnifique manière de dire qu'ils visent pas le titre. Voilà. Exactement. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas se mettre, ils vont pas stretcher Lillard, ils vont pas donner 23 millions à Lillard sur 5 ans pour pas qu'il joue. Voilà. Bon, quoi rajouter? Bah, j'ai rien à rajouter par rapport à toi sur Memphis. L'expert de Memphis, je trouve juste que Ty Jerome, ça m'a laissé un peu perplexe dans le sens où on avait vu certaines des limites en playoff. Constant, là, on avait bien parlé. KCP, je trouve que là où c'est malin, KCP, c'est que tu rachètes la valeur au plus bas. C'est-à-dire qu'en gros, KCP, c'est quand même un joueur, un role player qui a beaucoup de bouteilles dans des environnements différents et qui a passé un mois absolument catastrophique du côté du Magic. Tu récupères au plus bas. Bon, tu te sépares de Desmond Bane, mais voilà, c'est... Qui est un joueur exceptionnel, hein, pour rappel. Qui est un joueur exceptionnel. On va dire que dans... comment dire? C'était... j'arrive pas... C'était le bon moment pour acheter Kentavious Caldwell-Pope. Voilà, c'était le bon moment pour investir là-dessus. Je pense que le lien que tu vas faire entre Memphis et Orlando, c'est Desmond Bane. C'est ça? Oui, exactement. Le Orlando que moi je trouverais, je mettrais dans haute vague. Sérieux? Je mettrais Orlando dans haute vague, ouais. Je mettrais Orlando dans haute vague, tout simplement parce que c'est une équipe qui a rajouté quelque chose de très important qui leur manquait sans perdre ce qui faisait d'eux une telle équipe. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté un shooter d'élite, un shooter exceptionnel sans perdre de défense. Tout simplement. Donc je pense que c'est une équipe qui va avoir... Alors, c'est une équipe qui va être loin pour moi de la moyenne, encore une fois, à 3 points. Franchement, alors c'est pas en rajoutant un tireur comme ça qu'ils vont... Surtout que voilà, faut voir après si Mo Wagner pourra revenir, il va aider dans ce domaine-là. Suggs, s'il va revenir, s'il va aider dans ce domaine-là. Mais en fait, la stratégie d'Orlando, là où je trouve que c'est haute vague, c'est que ils ont fait quelque chose qu'OKC a fait, c'est rajouter des joueurs qui sont payés plus cher pendant que leur structure salariale leur permet, et d'avoir ces joueurs-là avant que la pièce maîtresse de leur projet ne soit sur son nouveau contrat. Donc c'est une équipe, voilà, ils ont fait un peu comme Anthony Edwards, un peu comme ce que le Minnesota a fait avec Anthony Edwards en rajoutant Rudy Gobert, c'est-à-dire que tu rajoutes un joueur qui a un gros contrat alors que tu as encore des joueurs sous contrat rookie ou des joueurs majeurs sous contrat rookie, et ce qui te permet de garder encore une fois un payroll haut pendant quelques saisons, là où certaines équipes vont être obligées de faire des choix. Ben toi tu peux justement, si le propriétaire s'engage à payer, tu peux avoir un effectif qui est de point de vue salarial assez chargé, où tu peux répondre à un peu tout sans avoir à faire de gros sacrifices pendant 1 ou 2 saisons. Et c'est là que je trouve intéressant leur move, sachant que quand tu regardes ce qui va se passer à l'Est potentiellement, il y a d'autres équipes qui vont redescendre avant que eux aient à faire des choix financiers. Et ça mérite haute vague. J'essaye de... Parce qu'à l'échelle de la ligue, pour moi, c'est haute vague, hein, parce que ça veut dire... Quand tu montes comme ça, quand tu te mets en mesure de monter salarialement là où tu vas monter avec justement Desmond Bane, ça veut dire que vu les joueurs qu'ils ont utilisés et les assets, finalement ils ont utilisé des tours de draft, mais ils ont encore quelques tours de draft en valise, ils ont pas mal de joueurs sous contrat rookie, donc ils peuvent encore modifier l'effectif. J'entends, non, je suis presque convaincu. En gros, t'as Paolo Banchero qui devient un créateur offensif meilleur que la moyenne offensivement. Ce qui est un gros si. C'est un gros si d'être un vrai contender.
C'est peut-être là-dessus. Pour moi, c'est une... Alors, c'est peut-être haute vague à l'Est, mais je mettrais ça en marée haute pour le reste de la NBA. Parce que pour moi, il profite de l'environnement de l'Est pour progresser. Mais tu vois, si on compare, et de l'autre côté, notre autre franchise en haute vague, c'est les Rockets qui ont fait KD et Dorian Finney-Smith. Quand bien même j'ai un peu essayé de tempérer les ardeurs autour de KD, pour moi, c'est un move qui a une autre ampleur que celui de Desmond Bane et la flexibilité que ça offre au Magic. Même si j'entends. Oui, je sais ce que tu veux dire. Ouais. Cependant, moi, ça me fait dire que les Hawks, je les ai vraiment mis bas dans cette histoire-là. mais bref, passons. Non, j'ai pas grand-chose à dire, à rajouter sur le Magic. Je me demande si moi, c'est de mon côté, pour les mettre en haute vague, c'est pas ce move de Desmond Bane, le move qui préfigure un autre move qui, celui-ci, va les amener dans une autre stratosphère, peut-être. Alors Tom, je te propose pour terminer, après un petit problème technique, soyons très honnêtes pour ceux qui nous regardent sur YouTube, d'où le changement de caméra de Tom. Je suis obligé de parler du Jazz. Et là, ce qui m'embête vis-à-vis du Jazz, c'est que c'est un peu comme les Pels. Pour moi, j'ai envie de les mettre en marée haute parce que pour moi, c'est la marée haute qui est perçue de l'autre par le reste de la ligue. C'est que je pense que le Jazz s'est mis dans une situation où la patience a des limites. C'est-à-dire que quand tu transformes, et ce tweet est passé, et c'est quand même extraordinaire, quand tu transformes Colin Sexton, Jordan Clarkson et John Collins en Youssouf Nurkic, Kyle Anderson et Kevin Love, tout Danny Ainge qu'il est, tout réputation qu'il a, qui est méritée, ça amène à se poser certaines questions vis-à-vis de la gestion des assets. On pourrait rajouter à ça la draft de Ace Bailey. Encore une fois, on ne suit pas la draft. Par contre, je suis les gossips et je vois que en termes de choix, c'était un petit peu folklorique quand même de choisir un joueur qui était visiblement qui ne voulait pas aller dans ton effectif, etc. Quand bien même, c'est peut-être pour eux, c'est quand même intéressant d'un point de vue talent pur. Pour moi, le Jazz est peut-être en marée haute, marée basse, dans le sens où il y a un moment où leur projet va devoir décoller. Constant en parlait très très bien de ça. Constant disait que le Jazz avait détruit, il y a maintenant depuis le trade de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, mais que les premières pierres prenaient du temps à se poser. Moi, je trouve qu'on en est à année quoi 2, 3 maintenant, ouais. Et que les pierres galèrent toujours à se poser. Alors, il y a de la malchance à la draft, à la loterie, bien évidemment, mais moi, je les mettrais en une petite marée basse qu'il faut surveiller parce que il y a un moment, il va falloir que le projet va falloir que les pierres soient posées. Ben, tu vois, moi, je trouve que les gens sont globalement très durs avec ce qu'a fait le Jazz, notamment par rapport à l'acquisition, parce que je trouve qu'on sous-estime la notion de timing. C'est-à-dire que ils ont récupéré peut-être peu de points de vue assets pour ces joueurs-là, mais il y avait quand même une nécessité de faire ces joueurs-là partir assez tôt, pendant que la notion de coût d'opportunité, tu sais pas si ça se reproduit, et je suis pas sûr que, alors, ça peut être faible de ne pas avoir récupéré des seconds tours de draft, par exemple, pour les joueurs qu'ils ont envoyés. Mais est-ce que tu fais capoter le deal pour 2 secondes tours de draft quand tu as les assets que Utah a? Si ton objectif principal, toi, de ton côté, c'est de faire place nette, de virer les vétérans et de pas avoir de problématique de roster crunch quand tu arrives au camp d'entraînement où toute la ligue sait que tu dois transférer quelqu'un, tout le monde a déjà signé tout le monde, il n'y a plus forcément de cap space disponible, tout le monde a utilisé sa mid-level et tu restes bloqué avec une situation très inconfortable avec des vétérans qui veulent essayer de jouer pour un contrat puisqu'ils sont en fin de contrat pour pouvoir continuer à rester dans la ligue, alors que toi tu es dans l'obligation de faire jouer des joueurs puisque tu as drafté 3 ou 4 joueurs sur les mêmes postes que ces gars-là. Donc je trouve que ils ont pris la notion de timing est importante. Et j'entends les critiques sur le Jazz, mais je trouve que s'il n'y avait pas cette notion de timing, j'aurais trouvé ça inexplicable. Là, il y a quand même, c'est explicable d'avoir récupéré si peu pour le faire tôt. Il y a une notion de timing, je suis d'accord avec toi, Tom, mais justement, pour moi, la notion de timing, elle appuie les critiques. C'est que pourquoi tu t'attends juin, juillet 2025 pour faire ces trades-là, sachant que tu sais que tu ne seras pas compétitif en 2024-2025. Donc, tu sais qu'il y a une date d'expiration à l'expérience John Collins, Colin Sexton, Jordan Clarkson à Utah.
C'est là où pour moi, c'est plutôt et le contrat de Mark Allen en est un symbole. On l'a souvent critiqué à cette antenne, ce contrat-là. Moi, c'est l'attentisme, en fait, de C'est Danny l'immobilisme Ainge. de février plutôt. Exactement. L'immobilisme de février et l'immobilisme, globalement, comment dire, on le disait parfois, il y a longtemps sur Dunk Hebdo, Danny Ainge, il fait pas de trade sauf quand il t'arnaque. Mais j'ai l'impression qu'à trop vouloir arnaquer les mecs, non, mais voilà. Danny Ainge a beaucoup, beaucoup attendu. Et moi, je trouve que, alors, Jordan Clarkson, bien évidemment, en finir avec un buyout, c'est regrettable. C'est pas un joueur transcendant, je peux comprendre, mais John Collins, qui s'est refait une santé, ou un Colin Sexton, je trouve ça très triste d'en finir, de retrouver des packages aussi faibles. En fait, il devait faire des trades, je suis d'accord avec toi, mais moi, justement, tu parles de timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre maintenant? Oui, tu étais obligé de les faire maintenant, mais tu aurais pu les faire plus tôt, en fait. Ça Ouais. aurait même été préférable de les faire plus tôt. Mais pour moi, c'est la valeur de l'espoir. Je pense que Utah s'est dit, on va faire comme OKC. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qu'on a pu recycler, entre guillemets, et en fonction, si par exemple, disons que Utah, ils avaient récupéré Cooper Flag, on pourrait arguer que ce qu'ils auraient fait, c'est littéralement, ou Dylan Harper, par exemple, on pourrait arguer que ce qu'ils auraient fait, c'est garder ces vétérans-là pour l'entourer et virer toute la ribambelle de contrats rookie. Mais comme ils n'ont pas eu de chance à la draft, ils n'ont pas pu faire ce que OKC a fait en draftant, par exemple, Kousioku, Chet et J-Dub. Dans la même draft. Ils n'ont pas eu ça. Et là, ils se retrouvent avec le fait de ne pas avoir récupéré. Après, on ne sait pas ce que deviendra SBL, hein, mais le fait de ne pas avoir récupéré entre guillemets de talent sûr à l'échelle de la ligue, de ce que pensaient entre guillemets les observateurs, hein, puisque encore une fois, on suit la draft de très loin, on suit les prospects de très loin. Mais le fait de ne pas avoir récupéré justement ce fameux talent dans les 2 premiers de la draft fait que tu es obligé de reconsidérer un peu la timeline que tu as et tes objectifs. Et peut-être que eux ils se sont dit, on les garde, de toute façon, on pourra en tirer quelque chose à la fin de l'année, à la fin de l'année quand il faudra vendre à l'intersaison. Et au pire, si jamais on a de la chance à la draft, ben ce sont des vétérans confirmés qu'on pourra garder, qui pourront accompagner leur projet. Alors, 2 choses. Je vois bien que tu essayes de défendre la posture du Jazz. 2 choses. Alors, pour moi, c'est un peu, encore une fois, c'est un vœu pieux, parce que rappelons que statistiquement, tu as quand même plus de chances de ne pas avoir les deux, oui. quand bien même tu as eu le pire bilan. Ouais, tu as eu le pire bilan. Statistiquement, tu as plus de chances d'avoir le choix 4 que le choix 1. Voilà, première chose. Deuxième chose, si ton projet, c'était vraiment d'entourer Cooper Flag des vétérans comme John Collins, Colin Sexton, voire Jordan Clarkson, pour moi, tu comprends pas la notion de timeline, tu l'as complètement oublié, parce que c'est pas la draft d'un jeune talent, c'est pas Vijay Shcombe du côté des Sixers, en fait. C'est pas où tu as une équipe qui peut s'affirmer comme une très très bonne équipe de sa conférence et qui en plus a un talent qui arrive supplémentaire. Tu vois l'idée. C'est pas Tatum du côté des Celtics il y a quelques années. Là, c'est dans une équipe qui est dans les bas-fonds de l'Ouest. Donc, je reste. Moi, je pense que le Jazz entame 12 prochains mois très compliqués, parce que si tu te ramènes l'année prochaine avec le contrat de Lauri Markkanen qui est très important, tu te ramènes en plus si la chance n'est pas encore de ton côté l'année prochaine à la draft, bah, ton projet il va quand même sévèrement patiner quoi, Après, à l'échelle de la ligue, tu vois, est-ce que ça ouvre la porte à John Collins, pas John Collins, à Walker Kessler par exemple? Parce que là, le Jazz, entre guillemets, ils sont en train de créer de la flexibilité pour potentiellement avoir du cap space et signer des offersheets. C'est pour ça que pour moi, c'est marée basse. C'est création de cap space et l'idée qu'il y a un moment où il faut quand même qu'on surveille. Là où tout le monde a les yeux rivés sur New Orleans, garde le coin de l'œil quand même du côté d'Utah. Tom, je te laisse le dernier choix de cette... il y aura 9 choix, c'est un nombre impair, décidé comme ça. Je te laisse le dernier choix de cette draft. Moi, j'ai envie de parler des Clippers. J'ai envie de parler des Clippers. Je parle pas forcément de Sacramento. J'ai envie d'être nuancé. Sur les Clippers, parce qu'en fait, les Clippers, c'est devenu une équipe de sénateurs, en fait. Non, mais concrètement, en fait, c'est une équipe où, les Clippers sont, je pense qu'on aura des stretches dans l'année où les Clippers vont enchaîner les blowouts
parce que l'équipe est vieille. Enfin, les joueurs sont vieux. Je sais pas quel espoir ils ont. Alors si je pense que ça va être une bonne équipe. Je pense que ça va continuer à être une bonne équipe. C'est une équipe avec des vétérans sérieux, mais avoir un effectif bâti sur James Harden qui offensivement est moins bon. Il commence à décliner sérieusement. Kawhi, on sait pas encore une fois. Kawhi quand il est là, il est bon, mais il est quand même moins bon qu'il y a quelques années quand il est là. Et autour, t'as les role players parfaits. Mais en fait, c'est une équipe de 2020, quoi. C'est une équipe pour la bulle, en fait, qu'ils ont. Avec les Brook Lopez, Nico Batum, tout ça, c'est une équipe pour la bulle. Et je suis un peu inquiet pour les Clippers qui, je pense, ont les moyens de faire une excellente régulière, mais je pense que avec les moves qu'ils ont fait à cette intersaison, leur plancher s'est abaissé tout simplement parce qu'il y a le risque de blessure des vieux ou des dead legs, tout simplement. Oui, la répétition des efforts. Exactement. Et je pense que on peut tomber dans alors je pense pas que ça arrivera, mais on peut tomber dans la caricature de ils connaissent le chemin. Tu connais le bouton. Voilà, le switch bouton on-off. Ils vont appuyer sur le bouton on-off après le All-Star Game. Voilà, c'est des vétérans, on connaît. Je croyais que tu allais me dire on risque le... Attention, je vais rappeler des souvenirs très malheureux. Je croyais que tu allais me dire on risque les Nets de Kevin Garnett, les Paul Pierce, etc. Ah oui, avec Jason Terry. Avec Jason Terry, Joe Johnson. J'espère que non quand même pour eux. Hein. Ça veut dire que tu rejettes pas totalement l'hypothèse. Ouais, ouais. Non mais moi c'est la chose qui me manque vraiment, c'est une équipe qui est très âgée et quand tu vois les équipes qu'il y a autour, en dehors peut-être des Warriors, hein, qui peut-être eux vont faire et encore ils ont des joueurs jeunes dans la rotation, les Warriors. Tu vois. Il n'y a pas de jeunes joueurs. Tu vois, l'année dernière il y avait du Amir Kofi, il y avait Norman Powell, bon jeune, il avait quoi, 32 Norman Powell qui vient de quitter l'effectif, qui a été remplacé par John Collins. Mais pour moi, il n'y a pas de... les deux seuls joueurs de rotation qui ont moins de 30 ans, c'est Ivica Zubac et Derrick Jones Jr. En gros. Autrement, moins de 30 ans, Derrick Jones Jr., il doit avoir 28. Ils ont tous les deux 28. Bah ouais, 28. Respectons les gens qui ont 28 ans. Ils ont 28, tu vois. On est arrivé au stade où maintenant, les mecs qui ont 28, bref, échec total de ma vie. Du coup. Mais oui, c'est vrai, pour faire un peu le récap, Kawhi a 34, James Harden a 36, Brook Lopez et Nico Batum ont 37, Bogdan Bogdanovic a 33, et là, je viens de citer, à l'exception de Nico Batum, peut-être Brook Lopez, des joueurs aussi sur lesquels on peut se poser des questions en termes de blessures. Harden joue, mais Harden joue blessé parfois. Et Brook Lopez a le problème de dos. En fait, ça, tous les fans des Bucks sont au courant. Oui, c'est une équipe. Donc, tu serais dans goutte d'eau. Est-ce qu'on aurait notre première goutte d'eau? Ouais, une goutte d'eau. Même si à l'échelle de la ligue, ça serait un peu plus haut. Parce que s'ils partent mal, encore une fois, c'est une équipe avec des vétérans et des bons role-players. Peut-être qu'ils pourraient exploser, quoi. Mais ouais, pour l'instant, ce serait goutte d'eau. C'est-à-dire que je vois pas... Je trouve que les ajouts qu'ils ont faits sont intéressants. Mais pour le moment où ça comptera, je pense pas que c'est suffisant. Eh bien, je suis content, Tom, parce qu'on a réussi à remplir toutes nos catégories. Et ben voilà. Alors, voilà. Pour les autres, on parlera des autres équipes. J'ai vu un message passer sur Apple Podcast. Il faut savoir que le podcast, après le titre des Thunder, était consacré au Thunder. On fait normalement des post-mortem. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu beaucoup de mal à sortir les post-mortem ces dernières semaines. Donc, pour ça, on n'a pas fait le post-mortem des Pacers. On n'a pas fait le post-mortem des Knicks et des Wolves. On fera un épisode sur ces équipes incessamment sous peu. Tom, on a plutôt... Oh, je trouve ça plutôt logique. Ah oui, mais à posteriori, ça paraît dur pour les Hawks. Je mets les Hawks dans marée haute. Parce que tu peux pas les mettre avec le Jazz. C'est bizarre. Voilà. Pour terminer, Tom, dans le tsunami, est-ce que le vrai plus gros tsunami, c'est vraiment les Bucks? Oui, Lillard stretch. Il n'y a aucun scénario, Ben, il n'y a aucun scénario où je viens te voir, je te dis, tu sais, les Bucks, ils vont couper et sketch Damian Lillard et le payer. Pour signer Milton.
Même pas pour signer Mason, je te dis, ils vont couper et stretcher Damien Lillard sur 5 ans, avoir 20 millions plus de 20 millions de dead money. Tu me dis, mais non, arrête. Tu crois pas ça? Non, non, non. Mais alors, je me permets de rajouter quelque chose pour nos amateurs de CBA. Pour moi, ça, c'est la preuve que la NBA doit rajouter des systèmes qui existent en NFL comme les void years ou d'autres systèmes qui font que la coupe de contrat serait plus simple en NBA. C'est-à-dire que les mecs doivent toujours être payés, les contrats doivent rester en garantie, mais la coupe doit pouvoir s'étaler plus longtemps ou tu dois pouvoir jouer sur les montants que tu coupes. En gros, tu devrais avoir plus de flexibilité sur les montants quand tu les coupes, etc. Mais ça, après, ça c'est peut signé, être... c'est signé, c'est payé, hein, Ben. Ah non, non, mais pour moi, c'est pas une question de ce qu'on donne au joueur. Le joueur aura toujours son argent. Tout est garanti pour le joueur, je l'ai bien précisé. La question, c'est une fois que le joueur est coupé, tu devrais pouvoir plus jouer sur les montants, en fait. C'est-à-dire que les Bucks devraient être en capacité de dire, cette année, on prend 10 millions sur le contrat de Lillard, on prend que 10 millions dans le cap, mais dans 3 ans, on en prend 40, par exemple. Ils devraient être beaucoup plus Ah, je vois ce que tu veux dire. capables Ouais, de je vois jouer ce avec que ça, ouais. plutôt que de lisser comme ça. Pour moi, tu devrais leur offrir la possibilité, tout en payant Damien Lillard, bien évidemment, la question n'est pas là, mais de plus jouer avec ça. Et c'est vrai que, mine de rien, tu vois, on parle justement on dit que 5 ans c'est long quand même, mais au final, au moment où le run sera terminé, au final, les 20 millions, c'est pas, ils serviront pas à grand. En fait, ils seront dans le cap, mais bon, c'est pas grave, quoi. Ils vont Tu signer feras avec, personne, tu feras avec, tu auras plein de contrats rookies. quoi. Voilà, ce sera juste, c'est comme si t'avais, ouais. Si ça te permet, je me répète, si ça te permet de garder Yanis, c'est justifié. C'est justifié. Eh bien, Tom, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires où est-ce que vous aurez classé telle ou telle équipe, sachant que les Pelicans, ils sont en marée haute, mais ils sont quand même en marée drôle, hein, surtout, parce que franchement, le trade est... Bon, s'il y a des fans des Pels qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée aussi, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Nous, Tom, on se retrouve dans quelques jours, je pense encore, pour parler de Free Agency, puis on aura un été très, très chargé, beaucoup de choses à vous dire. Tom, on va se reposer un peu, puis je vais te souhaiter une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut! Salut!